n'est pas sur scène. On va reprendre. On commence parce qu'on a plus qu'une heure, une grosse heure devant nous. Je souhaitais qu'on donne. On va bien sûr entendre Nadège Lefebvre, qui est notre dernier grand témoin aujourd'hui. On va essayer aussi de donner la parole tout à l'heure à deux personnes de la gendarmerie qui sont là, ainsi qu'un policier. Voilà, on aura ça, on aura ils viennent tous du Morbihan. Juste avant de donner la parole à Nadège Lefebvre, je voulais vous dire un petit mot sur Alexandre Lange, qui était invité aujourd'hui et qui n'a pas pu venir parmi nous, parce que son cas est exemplaire aussi, dans la mesure où elle a tué son mari. Après des mois et des années de violence conjugale, elle a tué son mari. Elle a fait 17 mois de détention provisoire, elle est passée aux assises du Nord, à Douai. J'espère que les assises du Nord sont bien à Douai. Et fait très rare dans la justice pénale, le procureur qui est l'avocat général aux assises est descendu du prétoire pour requérir son acquittement. Voilà. Lui, il a considéré que, bien que le mari, ce jour-là, n'était pas armé, Madame Lange avait agi en état de légitime défense. Et le procureur, l'avocat général, pardon, pour être plus précis, il a été suivi par les jurés et par les magistrats de la Cour. Donc, après 17 mois de détention provisoire, Alexandre Lange a été acquitté au titre de la légitime défense, dans la mesure où le parquet avait lui-même requis cet acquittement. Bien sûr, il n'y a pas eu d'appel derrière. Donc, ce premier procès était donc le dernier. Voilà, maintenant, ça fait une transition pour donner la parole à Nadège Lefebvre, qui, elle aussi, sort d'une décision judiciaire récente. Elle va nous expliquer ça. Bonjour. Alors déjà, je tenais à remercier Michel de m'avoir invité, qui est devenu mon ami et ma sœur de combat. Je voulais parler aussi au nom de... Je suis désolée, il y a beaucoup d'émotions sur le procès il y a quelques jours. Donc, au nom de Vanessa et Christelle, mais aussi Marie, Maria, Asia, Florence et Sarah, qui ont été victimes du même. Donc la semaine dernière, il s'est passé mon procès en appel aux assises de Versailles, donc sur 4 jours, qui ont été extrêmement durs. Désolée. Et qui s'est pas très bien passé. Bon, il y a eu quand même condamnation, il a pris 10 ans plus 3 ans d'injonction de soins, contrairement à au premier procès où il a été condamné à 12 ans, mais sans injonction de soins, malgré que l'avocat général avait requis 15 ans et 7 ans d'obligation de soins. Voilà, donc le procès est pas mal vécu dans le sens qu'il a pris 2 ans en moins, mais c'est tout un ensemble en fait qui s'est passé un peu brouillon. Enfin, c'est vraiment un ensemble, je pense que j'en parlerai après. Donc pour comprendre un peu l'histoire, je l'ai connu en fait en mai 2010. Donc voilà, donc là où je travaillais, j'étais responsable d'une brasserie. Donc fille forte, souriante, pleine de joie de vivre, très confiante en moi. Et donc voilà, donc tout est allé très vite. Donc je l'ai connu en fait, il a voulu me rendre un service en fait sur une voiture, enfin moi je vais passer les détails. Et donc voilà, donc effectivement au bout de quelques jours, j'étais devenue la femme de sa vie. Je me suis, on va dire, laissée porter en fait à ses paroles, malgré que moi à la base je ne cherchais pas quelqu'un à cette époque-là. J'étais à fond dans mon travail et en pleine évolution, donc voilà. Et j'essaie de faire court, hein, parce que sinon ça va être très long. Donc les premières violences en fait se sont passées donc au mois de juillet, 1 mois et demi après notre rencontre. Donc c'était
justement, je le présentais à mes parents parce qu'ils m'avaient un peu forcé en fait, pour que je le présente à mes parents. Et là-bas, donc, ça s'est très mal passé. Donc, première violence, il m'a pris la tête, j'étais contre le fauteuil où il y avait un couleur en bois, j'ai commencé à saigner. Enfin voilà, ma mère est arrivée, mon père est descendu, lui a réussi à que mon père prenne pitié de lui parce que. C'est-à-dire que quand je l'ai connu, donc il avait 4 enfants de 4 femmes différentes, il s'en cache pas. Il jouait beaucoup sur son fils, donc son premier enfant qui était atteint d'un cancer. Et c'est pour ça que ça lui faisait péter les plombs, parce qu'il était en phase terminale, le petit. Et donc voilà, donc beaucoup d'empathie en fait, et ça c'est tout le point commun en fait de toutes les femmes. De nous toutes en fait, avec son histoire du petit qui va mourir. Et donc voilà, première violence. Pourtant j'étais entourée, donc j'avais mes parents, j'aurais pu rester chez mes parents et lui partir, mais j'ai tellement eu peur en fait pour mes parents parce que comme si j'ai senti. Même s'il m'avait frappé, j'avais pas encore très très peur de lui, mais j'ai senti dans son visage en fait que c'était pas un homme qu'on quittait comme ça, et que si je lui disais justement de partir, ce serait mal passé. Donc pour éviter les histoires chez mes parents et que ça parte vraiment au drame, donc je suis repartie avec lui. Il s'est arrêté sur l'autoroute, bien évidemment pour me reprocher que ce qui s'est passé était de ma faute. Là, ce jour-là, j'ai cru que j'allais mourir parce que donc, il a été très violent. Il m'a menacé que s'il voulait, il pouvait m'enterrer ses pieds sous terre, comme il disait. Il me dit là, il n'y a personne, il fait noir. Il me dit là, tu vois la forêt à côté, je peux t'enterrer. Bon, je me suis ramassé plein la tête et du coup, on est reparti. Le lendemain, j'avais pris des photos de moi que j'ai effacé tout de suite après, je sais pas, de peur qu'il tombe dessus et que voilà. Et j'ai oublié de dire qu'avant ça, donc, je travaillais, il m'a fait arrêter mon travail. Il ne voulait plus que je voie ma meilleure amie qui pensait en fait être profiteuse. Donc tout s'est passé très très vite, en quelques semaines, enfin en 2-3 semaines quoi. Et ensuite, j'ai appris que j'étais enceinte. Du coup, j'ai eu un sentiment comme si j'étais bloquée. Et donc lui était très content parce que, chose aussi que je voudrais ajouter, parce qu'il m'interdisait de prendre la pilule parce qu'il disait à ses mots, la pilule c'est pour les putes, donc si tu la prends, ça veut dire que tu peux me tromper. Donc, voilà, schéma qu'il a fait à tout. Quand je parle de moi, c'est il a un mode opératoire et les mêmes mots, les mêmes phrases en fait à nous toutes. On est 8, mais en réalité 14 victimes de lui en 28 ans. De ce qu'on sait, il doit en avoir bien plus. Ensuite, j'ai fait une fausse couche. Je ne peux pas dire pourquoi, mais enfin voilà. Je suis retombée enceinte tout de suite derrière. Je me suis enfuie une première fois. C'était quoi? Au mois de mai, donc au mois de septembre, je me suis enfuie. J'ai fait 15 km à pied, à travers les champs, dès qu'il y avait une voiture, parce qu'il faut savoir qu'en fait, il ne travaillait pas. Donc il était 24 heures sur 24 donc avec moi. Et les peu de fois qu'il sortait, c'était pour aller au bar à côté, pour acheter des cigarettes, ou voilà, donc des fois il pouvait revenir 10 minutes après, ou sinon des fois 2 heures, mais c'était très rapide, il fallait que je fasse vite. Et du coup, je me suis enfuie à travers les champs, dès qu'il y avait une voiture, et je me jetais dans le champ, dans les airs, pour pas qu'on me voie. Je n'avais même pas pris la peine de prendre une veste, ni quoi que ce soit. Donc je suis allée me réfugier chez une amie à mes parents. Je suis revenue. Donc en tout, sur un peu plus d'1 an de relation, je suis partie 5 fois, la 5e fois était définitive. Je suis partie jusqu'en Roumanie. Donc j'ai ma grand-mère maternelle qui est là-bas. Je suis restée 1 mois là-bas. Je n'osais même pas sortir là-bas, parce que je me suis dit peut-être qu'il est dehors. Enfin, tellement je l'imaginais en fait plus fort que tout et tout le monde, que
même quand j'étais protégée, je me sentais encore plus en danger qu'à l'intérieur de la maison en fait avec lui. Il y a une phrase que je dis souvent en fait il est plus facile de rester que de partir, parce qu'on a l'impression que quand on est à l'intérieur, on peut gérer en fait les violences. En fait, on sait quand elle vient, et encore, mais à l'extérieur, il peut surgir comme ça, par surprise, et du coup, on a encore plus peur à l'intérieur que, voilà, comme si on pourrait gérer les violences à l'intérieur et pas à l'extérieur. Ensuite, donc, je suis revenue, je suis repartie. Alors moi, j'ai eu la chance dans mon parcours en fait que le personnel hospitalier en fait ont été très à l'écoute, même pourtant je leur disais rien. Au mois de décembre, ils m'ont emmené dans une clinique pour avorter, soi-disant. Donc il a parlé à ma place, il me dit on vient pour un avortement, tout en sachant que j'étais partie, qu'il m'avait prétexté qu'on se rejoigne à l'extérieur, que je ne craignais rien. Il m'a enfermé dans la voiture, j'ai dû sauter de la voiture, il m'a retenue. Et du coup, le personnel en fait là-bas, ça les a un peu alertés que le fait qu'il parle à ma place. Moi j'étais complètement écroulée. Donc là j'apprends qu'il est trop tard pour avorter. Et après, lui commence à se mettre à genoux et à pleurer en me disant non, c'était juste un test, juste pour voir si vraiment tu voulais cet enfant, etc., etc. Donc le personnel hospitalier m'a interdit de repartir avec lui. Ils ont appelé la police, qui sont venus, qui l'ont viré de l'hôpital. Ils ont appelé un foyer d'urgence à Issy-les-Moulineaux pour voir s'ils avaient de la place. Donc on m'a dit oui. Ils ont appelé un taxi pour voir s'ils pouvaient venir me chercher, mais ils ont demandé aussi à la police s'ils pouvaient m'escorter pour pas qu'ils me suivent. Donc la police a refusé. Et du coup, les dames à l'hôpital, elles étaient tellement scandalisées en fait, par cela qu'elles ont dit tant pis, on prend le risque et on vous emmène avec mon véhicule personnel, je vous emmène jusqu'au foyer. Je suis restée 15 jours, j'y suis retournée. À la seconde près, quand on y revient, on regrette, mais c'est plus fort que tout en fait. J'expliquerai, je pense, après le pourquoi des allers-retours. Ensuite, j'ai mon suivi de grossesse très tardivement, j'étais à plus de 5 mois et demi, ce qui me punissait à ne pas aller aux échographies, sous prétexte que je ne méritais pas. Et ils me voyaient tellement contente que il fallait qu'ils me punissent en fait, parce que dès que je souriais, c'était pas bon. C'était souvent prétexte à ça. Je me lève le matin, je souris, je m'en mets plein la tête, sous prétexte que j'ai rêvé d'autres hommes dans la nuit. Je passais les mots exacts qu'il disait, parce que c'est très très vulgaire. Il vous salit les oreilles en fait du matin au soir. Donc on sourit, c'est pas bien. Donc après on sourit un peu moins, et c'est pas bien non plus. Quand on sortait pour faire les courses, je regarde les céréales ou quoi que ce soit. On me disait tu regardes les mecs, voilà. Donc on baisse les yeux. Mais quand on baisse les yeux, il vous dit que c'est plus fort que moi, je m'empêche, je baisse les yeux, je me force à baisser les yeux pour ne pas regarder les mecs. Tout ça, psychologiquement, n'est pas facile parce que c'est du quotidien, c'est une pression psychologique en fait énorme. Même devant la télé, il suffisait qu'il y avait un homme à la télé ou dans une publicité et il me disait, désolé des termes, mais il me disait t'es en train de mouiller devant lui, il mettait sa main dans ma culotte en fait pour vérifier. Les fois où je suis allée à l'hôpital, même après tous mes allers-retours, la première chose qu'il faisait, c'était mettre sa main dans ma culotte et après se sentir en me disant tu pues la capote, t'es allé baiser ailleurs. Et tout ça, c'est tout le temps. Tellement il salit les oreilles qu'un jour, je supportais plus ses insultes, qu'on était à table. J'ai pris la bouteille de vin pour me la casser sur la tête. Donc ça n'a pas marché, c'est pas cassé, donc du coup j'ai pris le verre. Et j'avais envie de prendre les bouts de verre et de me couper les oreilles pour plus l'entendre. Et ensuite,
Donc tout ça est très dur. Au niveau des actes sexuels, en fait, on va dire les viols, mais ça j'ai encore aussi du mal, malgré que j'ai été reconnue victime et je suis passée en procès, j'ai du mal avec ce mot-là. Et donc pareil, très vite, il vous propose la sodomie, qui vous dit de toute façon tu finiras par aimer. Donc on a beau dire non et que chacun sa sexualité, mais que celle-là n'est pas la mienne. Et, mais bon, il fait quand même parce que ça viendra, plus on le fera, plus j'aimerais, pardon. Il utilisait aussi un Godemichel qui m'avait brûlé, parce qu'il y avait un produit dessus qui brûlait, le truc il était énorme. Il est même allé jusqu'à couper le bout avec un ciseau, il lui prenait des bains, il l'appelait Miguel, c'était son deuxième prénom. Il l'avait brûlé avec un briquet pour que ce soit plus lisse. Il m'a obligé en fait à mettre ça après un moment. Désolée. Et, donc on n'avait pas le droit de dire non. Et après j'ai fini par ne plus lutter. Parce que quand on lutte, c'est pire. Donc on finit même par rentrer dans son jeu, c'est-à-dire de faire tout ce qui l'excite pour que ça se finisse plus vite. Et ça c'est très dur psychologiquement parce qu'on se dégoûte en fait de faire ça. Et même encore maintenant, ça fait 7 ans et demi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ensuite, voilà, alors moi j'ai pas vécu, mais je vais vous parler au nom des filles qui étaient au procès avec moi. Il est allé avec les concombres, il allait avec elle au magasin aux courses, il les choisissait en disant bah tiens ce soir on va bien s'amuser. Et il est allé même avec une bouteille de champagne, pas le haut mais le fond, pour Cristal notamment. Enfin voilà, tout ça, c'est quotidien. Les fellations, c'était des fois des vingtaines, des trentaines de fois par jour. Ça peut paraître impossible, comme on nous l'a reproché au procès, en fait, comment on peut être en érection, en fait, tout le temps. Ça paraît surhumain. Mais si, lui, il y arrive, et on devait en plus être flatté qu'il ait autant envie de nous. Voilà, donc tout ça, ce que je vous raconte, c'était pendant ma grossesse. Et lui s'en foutait, ça m'est arrivé de saigner, de ne plus sentir mon bébé bouger en fait pendant toute la nuit. Il m'interdisait le lendemain matin. Je m'inquiétais, il me disait non, tu ne iras pas à l'hôpital, t'inquiète pas, c'est normal, moi je sais, moi je connais. Et enfin voilà, je vais éviter beaucoup de détails, mais en gros, on va dire en gros c'est ça. Mon départ, ma fille donc est née, donc en pleine santé, toute choupinette comme tout. Lui m'a forcé à filmer aussi l'accouchement, malgré mon désaccord. Il venait à la maternité, je suis restée pendant 6 jours. Donc pareil, dès la maternité, il arrivait, il regardait la petite et c'était les fellations à tout va à la maternité. Ensuite, retour à la maison, fellation pareil, devant ma fille dans les bras en me disant c'est pas grave, de toute façon elle est petite, elle voit rien, elle s'en souviendra pas. Donc on fait. En voiture aussi, ça arrivait ma fille qui pleurait dans la voiture et qui m'oblige aussi à détacher ma fille du siège auto pour que je la mette au sein pour qu'elle se taise. Elle était à 180 sur l'autoroute, alcoolisée, et je le fais aussi. Et je m'en veux beaucoup. Et du coup, donc, quand ma fille est née, je m'étais fait une promesse à elle en disant qu'elle n'a pas le droit en fait, de subir tout ça, elle a tenu jusqu'au bout, et que pour moi, en fait, si elle a tenu jusqu'au bout, donc je suis allée jusqu'au terme, c'est pas pour rien.
Donc c'est comme si, c'est pas moi qui lui sauve la vie, mais c'est elle qui me sauve peut-être la mienne. Et donc j'ai dit encore une scène en fait devant ma fille, je peux plus. Parce que s'il m'interdisait quand ma fille pleurait, je devais la laisser dans la chambre. Il me disait des caprices, c'est normal. Moi, elle avait 10 jours. Ensuite, donc ma fille elle avait un peu moins de 2 mois. Et là, donc il y a eu une scène. Et en plus, il y avait quelqu'un avec lui, c'est pseudo-ami. Et je lui ai juste demandé si on allait faire des courses l'après-midi. Bon, ça lui a pas plu. Il est parti dans un délire. De toute façon, il était tellement parano, il comprenait tout de travers. Enfin, c'était tout fait exprès en fait pour m'emmêler le cerveau. Et du coup, là, il prend. Donc, il vient, il commence à me prendre par le cou, à me cracher sur moi et ma fille. Il prend la casserole de purée en me regardant. Il me dit de toute façon, te sers pas de ta fille comme bouclier parce que j'hésiterai pas. Il me dit j'ai envie de te casser les dents. Comme tout à l'heure, ça a été dit aussi. Donc, il y a les violences, mais il y a aussi beaucoup. Il me dit tu vois, il me dit là, je t'ai pas frappé, mais si j'aurais voulu, j'aurais pu. Donc ça aussi, c'est beaucoup de pression. Donc ce jour-là, après, donc son ami qui n'a pas bougé, après cette scène-là, et du coup, il est parti accompagner son ami. Et du coup, j'ai décidé d'appeler la gendarmerie, qui était déjà venue une fois, parce que en sachant aussi que j'ai oublié de dire que j'ai la maternité aussi qui a fait un signalement. Malgré mon désaccord, je les ai suppliés, je me suis mis à genoux en fait en disant que non, parce que j'avais trop peur des représailles et que voilà, mais ils ont dit pas de choix, ils m'ont fait un signalement, vous êtes en danger de votre fille. Elles m'ont dit aussi à partir, donc mon avant-dernier départ, elles m'ont hospitalisée pour de faux motifs obstétricaux, bon, sur le papier pour de vrais motifs obstétricaux pour qu'ils se doutent de rien. Donc je suis restée 3 jours, elles ont réalisé mon départ, pris le billet de train pour que j'aille chez mes parents, etc. Arrivée chez mes parents, le lendemain matin, je disais à ma mère, du coup j'y retourne, malgré tout ce qui avait été mis en œuvre. J'avais rencontré psychologue, assistante sociale, enfin tout ça, mais c'est pas moi qui ai parlé, on m'a forcé un peu à parler, elles ont senti que ça allait pas, parce que quand on me demandait et comment vous allez, je disais oui, mais je tombais en sanglots. Et enfin voilà. Et donc pour revenir à mon dernier départ, donc j'appelle la gendarmerie qui était venue en fait une fois pour m'entendre en fait suite au signalement. Sauf que quand ils sont venus, donc moi j'étais là, lui avait dit non, Nadège j'allais pas là. Il dit d'accord, je les ai appelés le lendemain en cachette. Et je leur ai demandé pourquoi ils venaient. Ils m'ont dit que c'était suite au signalement. Je les ai suppliés par téléphone en fait de ne pas qu'il soit convoqué lui et de ne pas me convoquer non plus parce que c'est eux qui allaient déclencher ma mort en fait. Et voilà. Donc du coup après j'ai plus de nouvelles d'eux. Et quand je les ai rappelés donc, pour mon départ avec ma fille, on m'a répondu mais vous avez déjà réussi à partir 4 fois, pourquoi vous ne refaites pas la même chose? J'ai dit je ne peux plus partir à travers les champs. Parce qu'on était en pleine campagne, on m'a isolé carrément de tout. Je peux plus partir, j'ai dit j'ai ma fille en fait qui a un peu moins de 2 mois, je suis obligée de lui prendre des affaires. Moi je suis déjà partie en pantoufles, pieds nus dans la neige, sans veste, sans rien, mais là j'ai dit je peux pas. Et du coup ils m'ont dit on n'est pas taxi. J'ai dit d'accord, j'ai raccroché, j'ai appelé le 115. Le 115 qui me disent comme quoi ils n'ont pas de véhicule en fait avant 1 heure. Et là, je leur ai dit que dans 1 heure, je serais morte et j'ai raccroché. Et ensuite, la gendarmerie, en fait, du coup, est venue parce qu'apparemment, le 115 a rappelé la gendarmerie pour qu'ils viennent parce qu'ils ont senti l'urgence. Donc, on est venu et après, on m'a mis en sécurité donc dans un hôtel. Et voilà, un peu en gros, j'ai oublié sûrement beaucoup de choses. Je pense que j'ai dit 1/10 de ce que vraiment j'ai vécu. Même si ça paraît grave, mais c'est vraiment 1/10. Ensuite, pour comprendre un peu l'histoire en fait, de pourquoi on est plusieurs, donc en fait, quand je suis partie, donc même pas 15 jours après, donc étant donné que je savais qu'il y avait
des mamans avant moi et qu'ils ne voyaient pas ses enfants. Donc je me disais, c'est bizarre, je suis restée plus d'un an, je ne vois pas ses enfants, j'avais qu'une version, c'était la sienne. Il me disait que de toute façon, toutes ses ex lui avaient fait un enfant dans le dos, qu'elles étaient toutes folles et qu'elle lui courait après, et qu'il ne voyait pas ses enfants quand j'étais avec lui parce que il disait si je vois mes enfants, je suis obligée de voir les mères. Donc pour pas que tu sois jalouse, je me sacrifie en fait à pas avoir mes enfants. Et du coup, donc j'ai contacté donc la maman avant moi, donc la 4e, moi je suis la 5e. Donc comme j'ai toujours dit, je suis le numéro 5. Qui m'a tout de suite dit, il me dit bah écoute, à partir du moment qu'il m'a laissé tranquille, je pense que c'est parce qu'en fait il était sur une autre. Et voilà, je décide aussi d'appeler la première maman, donc du petit qui avait le cancer, qui est décédé quand j'étais avec lui, donc en octobre 2010. C'est comme ça qu'il m'a fait revenir de Roumanie, parce qu'il me disait que son enfant était décédé, qu'il le vivait très mal. J'ai su après que, et même pas aller à l'enterrement du petit, qu'il a fait galérer la maman à envoyer l'autorisation en fait, pour la crémation. Donc, pendant 5 jours, il a fait traîner. Il ne m'a pas envoyé des fleurs, ni rien du tout. Et donc j'ai beaucoup discuté en fait, avec ces deux femmes-là. En septembre, donc, je décide de porter plainte pour violence parce que vu que lui me faisait beaucoup des menaces en fait, de venir enlever ma fille. Et quand je m'étais renseignée, on m'a dit qu'il avait autant de droits que moi. Du coup, je commence une procédure donc avec une avocate pour ma fille. Elle me conseille de porter plainte. Et donc même elle m'a déjà parlé de viol, mais je m'interdisais, j'ai dit non, mais moi j'ai pas été violée. J'ai dit moi, il m'a forcée, mais il m'a pas violée parce que moi, quand il me forçait, il me tapait pas. Et je voyais vraiment en fait le viol comme avec beaucoup de violence et beaucoup de brutalité, donc même si j'en ai eu, mais je voyais vraiment le viol un peu comme tout le monde dans une ruelle sombre avec un couteau, un homme avec une capuche. Voilà, j'en ai connu quoi. Et du coup, moi, le plainte pour viol, c'était non. Et parce que déjà pour moi, le mot viol, il est trop lourd en fait. Donc je porte plainte pour violence. Donc je raconte mes violences. Et en fait, quand on porte plainte pour violence, en fait, on vous fait remplir un questionnaire. Et donc il y a des questions, avez-vous déjà été forcé sexuellement? Donc moi je mets oui. La question aurait été, avez-vous été violée? J'aurais répondu non. Avez-vous déjà été forcé à pratiquer des caractères pornographiques? Enfin, il y a plein de questions comme ça. Donc moi j'ai répondu en fait oui à tout. Voilà. Et dans ma plainte, donc pour les violences, donc la gendarme en fait me demande avez-vous déjà été forcé sexuellement? Je lui dis oui, je lui donne des exemples en fait, donc pendant ma grossesse, etc. Et ensuite elle n'a pas cherché plus loin, elle n'a pas demandé plus de détails, elle m'a reposé juste une autre question en disant consommait-il de l'alcool et des stupéfiants. Et donc voilà. Ensuite, donc en juillet 2012, donc là ma plainte était en septembre 2011, juillet 2012, je reçois un appel du commissariat de police de Boulogne-Billancourt. Et donc c'est la lieutenant qu'elle me dit comme quoi lui est convoqué donc, le lendemain, qu'elle a lu ma plainte et elle me dit mais quand vous dites qu'il vous a forcé sexuellement, dites-moi un peu plus de détails. Donc moi bêtement au téléphone je lui dis les détails de ce que j'ai subi. Et là, elle me dit, vous savez que ça s'appelle du viol. Je suis, écoutez, oui, on en a déjà parlé, mais bon. Et du coup, elle dit, il faudrait porter plainte pour viol parce que ce que vous avez vécu, en fait, c'est pas normal. Et voilà, en sachant qu'en plus, il avait un casier bien fourni, en fait, au niveau des violences. Donc, il a 11 condamnations, en fait, déjà contre lui. Et donc du coup, elle avait le nom aussi donc, de toutes les ex-compagnes. Et du coup, elle me contacte, donc moi, Vanessa et Christelle. Donc on a porté plainte pour viol en fait, donc le même jour.
ce qu'on nous a reproché au jour d'aujourd'hui au procès. Et du coup, voilà, et là c'était démarrage dans la procédure. Donc ouais, 6 ans de procédure, c'est pas facile. Après, je ne sais plus comment là continuer. Merci beaucoup. De poser une question donc, à ce témoin, cette victime. On va peut-être passer la parole quelques minutes. Oui, madame, alors. Oui. C'est pour ça que je demande de lever la main. Il faut lever la main. Allez-y. Hop, le micro est juste à côté. Oui, excusez-moi, je suis pas assez réactive, c'est ça. Pour Nadège en particulier, mais en général, là, depuis le début de la journée, je me questionne fortement. Alors, oui, d'abord bravo pour votre témoignage et puis votre courage. Je m'interroge beaucoup, oui, la mobilisation, la prise de conscience, des moyens nécessaires, évidemment. Il en faut plus, etc. En même temps, par rapport aux derniers échanges qu'il y avait eu, entre autres avec le magistrat, mais pas seulement, je me questionne sur la lourdeur, la lenteur aussi des choses qu'on connaît tous, malheureusement, malgré les bonnes volontés. Et du coup, je me demande dans quelle mesure dans quelle mesure ne faudrait-il pas développer, sachant que les Français sont en général très solidaires, très généreux et en capacité de réactivité souvent, dans quelle mesure ne faudrait pas développer des réseaux solidaires un peu en parallèle de ce qui existe, au moins pour la mise en sécurité des victimes, de leurs enfants, j'allais dire dans des délais, et peut-être en évitant les contraintes existantes aujourd'hui qui sont le manque de place, le manque de véhicules à certains moments, le manque de disponibilité, etc. Et donc, je ne sais pas s'il y a des initiatives à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je dois dire que plus la journée passe, plus ça m'habite. Qui veut répondre? Moi, j'y ai déjà pensé. Effectivement, c'est un gros manquement. Moi, j'aurais voulu que les hommes baraqués et des femmes qui viennent me chercher et qui viennent avec un camion et qui m'emmènent avec mes fringues, au moins ça, et mes enfants, bien évidemment. Ça, c'est tellement évident. Mais oui, et j'ai même pensé, moi, à mettre quelque chose en place. Bon, j'étais pas prête à ça, j'avais pas la force, mais j'avais déjà commencé à regarder ce qui était possible de faire. Mais c'est très compliqué parce qu'en plus, il y a tout ce qui est droit, tout ce qui est social, etc. Il faudrait être entouré par des gens qui sont des spécialistes, des juristes, etc. Mais oui, ça manque. Bien sûr que ça manque. Je pense que c'est aussi ça qui fait que les femmes ne peuvent pas partir. C'est quelque chose qui serait très utile. Mais après, il y a la loi et je ne sais pas comment ça passe. Alors, dans mon intervention, bien entendu, l'objectif, ça ne serait pas d'être hors la loi, évidemment. Mais en même temps, quand on voit aussi, malheureusement, le dysfonctionnement de notre système actuel, je suis peut-être pessimiste, mais je n'ai pas le sentiment que ça va bouger demain matin et avec des moyens importants et en tout cas nécessaires. Et du coup, ça serait plus, quitte à être en limite ou marge à certains moments, mais au moins peut-être de faire baisser un peu le nombre de morts déjà, et puis peut-être de donner une opportunité plus rapide aux victimes pour que les violences cessent. Alors après, je conçois que ce soit délicat ce que je suis en train d'aborder, hein, mais voilà. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Patricia. Il faut aider les victimes avec les moyens, elles vont pouvoir partir. Alors, ça, c'est dans un second temps. Hein. Parce que d'abord, pour pouvoir partir, il y a quand même quelque chose, peut-être
dans ses allers-retours en Nadège, elle a expliqué j'ai fait 5 allers-retours. Je suppose que dans votre esprit, vous vous dites non, mais je ne comprends pas. En fait, elle part, elle revient, et quoi, elle y retourne. Alors, il y a certes la peur, mais moi je vais vous dire, il y a quelque chose quand même qui est important d'entendre, c'est qu'il y a une. Attends, je ne vais pas réussir à dire le mot, Un desservelage. Un desservelage total. C'est que l'agresseur, je ne sais pas si ça a été dit, mais moi je trouve que c'est important de le dire, qu'il use de quelques formes de violence, que ce soit psychologique. D'abord, les violences physiques n'arrivent jamais comme ça, boum, direct. Ça n'existe pas, il faut sortir ça de la tête. Parce que si un homme, une femme arrivait et vous pète un poing dans la figure, on vous colle une tarte, à moins d'être vraiment. Voilà, vous partez immédiatement. Ça n'arrive jamais directement. Il y a tout un processus qui est la mise en place de l'emprise, qui commence par les violences psychologiques. Les violences psychologiques peuvent aller très très loin. Ça peut aller jusqu'à la torture mentale. Vous êtes totalement dépossédé de vous-même, dépossédé de votre identité, de votre façon d'agir, de votre façon de penser, de votre façon de faire ou de ne pas faire, de votre possibilité de dire, de vos moyens d'agir. En fait, celui qui vous inculque ses propres valeurs, ses propres idées, c'est un geôlier, parce qu'il vous met dans une prison, je sais pas, moi j'ai jamais fait de prison, mais dans les films on voit, il regarde toujours par la fenêtre en disant j'aimerais trop sortir dehors, ça doit être beau, l'immensité, la grandeur. Sauf que quand vous en sortez, en fait, vous êtes tellement paumé que vous retournez là où vous avez vos seuls repères, parce que votre geôlier devient votre pilier. Et moi, j'ai souvent comparé les agresseurs qui usent de harcèlement quotidien. Il faut parler du harcèlement quotidien. Le harcèlement quotidien vous amène à faire et à supporter l'insupportable. Vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas résister. Moi, je les assimile à des dealers de l'horreur. C'est-à-dire qu'ils vous délivrent votre dose quotidienne. Et souvent, moi, dans le groupe que j'ai créé, il y a des femmes qui viennent de partir et qui écrivent. Alors, on intervient toutes, des fois, on met les commentaires, ils disent non, mais je peux pas, en fait, j'aime trop. Je peux pas, il me manque trop, en fait, je suis tellement amoureuse. Et là, au moment où on a envie de lui dire, mais non, tu n'as pas compris, en fait. Là, au moment où tu as franchi, tu n'es plus amoureuse. C'est de l'addiction. C'est comme la drogue. Quand vous perdez le bourreau, l'agresseur, qui vous a matraqué, façonné, muselé, quel que soit ce qui vous est fait, qui vous est étalé, fait danser, fait caresser, vous êtes dans un état, vous avez un manque, pas un manque de l'autre, mais un manque, votre d'anesthésie. C'est ça, c'est la dissociation, c'est être anesthésié. Et vous avez un processus universel qui existe. Non, mais c'était pour. Oui. C'était vraiment d'accord. Oui. Avec Michel. C'était pas pour. C'est un processus. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un processus normal, universel, lié aux tortures qui sont produites, avec un mécanisme de sauvegarde qui se passe dans le cerveau, qui va faire disjoncter le circuit émotionnel à l'aide de drogues dures qui sont équivalents à un cocktail morphine-kétamine pour anesthésier. Et tant qu'on est en danger, en fait, on est dans un état de stupeur, on est dans un état déconnecté, de dissociation, où du coup aussi, ça explique cet état de dissociation, ça explique aussi qu'on ne peut pas contrer les violences et ce qui est dit. C'est-à-dire que quand on n'est pas dissocié, on peut s'opposer, quelqu'un vous injurie, on peut s'opposer. Là, il n'y a plus d'opposition, tout rentre en fait dans le cerveau, s'installe, et c'est ça qu'on appelle cette colonisation par l'agresseur. Et quand on n'est plus face à l'agresseur, c'est tout ça qui remonte, toutes les violences, c'est cette mémoire traumatique qui en descend, donc on est beaucoup plus terrorisé quand on n'est pas avec l'agresseur que quand on est avec lui. Quand on est avec lui, on est déconnecté, on est dissocié. Et c'est pas lié aux personnes, parce que c'est ça qui est important. C'est pas qu'elles sont bizarres, quoi. C'est ce qu'on avait dit aussi avec Natacha Kampusch, où elle avait été, ça avait été horrible, elle avait été harcelée parce que personne ne comprenait son discours, etc. Parce que dans un premier temps, après la mort de son agresseur, elle était très mal.
Donc elle avait l'impression qu'elle avait perdu quelque chose d'important. Mais c'est simplement que elle avait plus ce système de dissociation et elle était envahie par une mémoire traumatique atroce et qui fait que toute la douleur, toute la souffrance et puis tous les mots de l'agresseur qui disent de toute façon, puis en plus l'agresseur il en rajoute sur tu n'aimes que moi, de toute façon tu ne pourras pas vivre sans moi, etc. Tout ça, ça réenvahit, ça ressort avec une sensation de terreur. Et il y a une sorte de besoin compulsif, effectivement, à y retourner. Mais c'est lié à la stratégie de l'agresseur et aux tortures qu'il a commises. Et ça, c'est vraiment essentiel aussi de remettre le monde à l'endroit. C'est pas que les victimes, elles ne sont pas capables de comprendre qu'elles sont débiles, etc. Pas du tout. C'est que toutes les personnes qui sont dans cette situation aller jusqu'à supplier de faire. Mais c'est ça. C'est horrible quand on... Voilà. Sur le truc, je veux bien rebondir sur le truc d'accueil. Parce que, effectivement, moi aussi, ce serait vraiment l'idéal qu'il y ait moi, je me dis même, un jour, j'ai du pognon, j'achète des maisons, je cache des femmes et tout. Sauf qu'il y a cette prise en compte aussi des allers-retours et aussi des femmes qui, sous la pression ou parce qu'à un moment donné, il y a ce manque, disent où elles sont. Et donc ça n'est pas une femme en danger, mais bien toute une famille qui les accueille ou plusieurs femmes. Parce que voilà, ça me pose souci quand c'est pas la SFAL ou les machins qui reçoivent, qui sont là à la sécurité et qui ont déjà du mal à tenir la sécurité. Enfin, je veux dire, il y a une vraie sécurité qui là est abordée. Par contre, ce que là je trouve intéressant, parce que moi dans mon parcours, j'ai été obligée d'aller me cacher, donc chez des gens que je ne connaissais pas, parce que les menaces étaient trop fortes et que mes parents m'ont dit on a trop peur pour toi, faut que tu ailles te cacher. Sauf que je me retrouve dans un endroit que je ne connais pas, où je ne connais personne, je suis déjà très isolée. Et là, on m'isole encore plus. C'est moi encore qui dois me cacher avec mon bébé, certes, mais sous le regard de gens que je ne connais pas, qui ont un regard pas très... j'ai peur de leur regard, j'ai peur de leur jugement, parce que je suis détruite, que j'ai peur qu'ils disent que je suis une mauvaise maman, qu'ils ont du pouvoir là-dessus aussi, qu'ils peuvent aller dire après assistante sociale que je m'occupe pas de la fin. Voilà, je commence à tourner dans ma tête. Et le truc qui m'a... Vraiment, ça a été... Je me suis dit, mais... ça a quoi comme danger? Parce qu'il sait où habitent mes parents. Si moi il ne me trouve pas, il va aller voir mes parents, il va leur faire du mal. D'ailleurs, il l'a prouvé qu'il pouvait le faire. Et vraiment, je me suis dit ça. Je me suis dit, s'il ne me trouve pas moi, il va trouver des gens à qui il va mettre la pression. Il peut me faire du mal à travers d'autres. Donc je suis revenue chez mes parents au risque qu'ils me trouvent. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Cela dit, moi je pense qu'une bonne idée, ce serait de créer des places d'accueil pour ces messieurs, avec des jolis barreaux. Et dès qu'ils émettent une... Parce que c'est terrible. Moi, en ce moment, j'accompagne une femme qui est harcelée par un homme, avec qui elle est restée 1 mois et demi. Ça fait 6 mois qu'il la harcèle. C'est insupportable. Elle ne vit plus. Elle ne peut plus voir ses enfants parce que le papa de ses enfants dit « Tu mets nos enfants en danger ». Tout ça parce qu'elle a eu une histoire avec un abruti pendant 1 mois et demi. Et personne ne peut rien faire. Personne ne peut rien faire. Alors que ce monsieur-là qui menace, qui machin, on prend des dépôts de plainte pour une menace de mort maintenant, mais on ne va pas en prison pour ça. Vous voyez? Ben moi je pense que voilà, quand on menace quelqu'un, et ben ce serait dire ah ouais tu menaces, bon ben, on va voir parce que c'est trop encore, c'est trop, on peut le dire quoi. On peut encore trop le. Voilà. On peut même faire des tentatives de meurtre, parce que c'est des tentatives de meurtre. On peut même se déplacer chez les gens, casser des choses. Ah oui, mais madame, il n'y a pas de mort. Et même quand c'est pris en compte, ça prend un. Voilà. Et moi, je pense qu'à chaque menace, quand une personne se permet de mettre la terreur dans une famille, s'il vous plaît, isolez-le. Je m'en fous de vous le mettez, vous l'accrochez à un arbre, je m'en fous, mais isolez-le. C'est lui le problème. C'est pas les autres. Voilà. Merci. C'était pour rebondir sur l'accompagnement, puisque vous évoquiez ce matin toutes les difficultés. Il y a quand même des choses positives qui se mettent en place. Il y a notamment des initiatives. En région parisienne a été créé il y a quelques années à Saint-Germain-en-Laye, près de Versailles, l'Institut de santé génésique, qui a été mis en place en fait par le docteur Pierre Foldès, qui est quelqu'un qui a œuvré pour la chirurgie réparatrice des femmes excisées en 1984. C'est le premier à avoir utilisé une chirurgie et pour le coup qui a mis en place une structure pluridisciplinaire
avec infirmiers, médecins, psychologues, gynécologues, juristes. C'est-à-dire que dans un même lieu, alors effectivement, c'est pas la question de l'accueil là pour le coup, mais dans un même lieu, les femmes peuvent venir et rencontrer tous ces professionnels, ce qui permet déjà d'échanger, ce qui permet de pouvoir partager des informations et ce qui est quand même déjà un premier pas sur un accompagnement qui trouve souvent ses limites dans le fait d'avoir à dire à différents intervenants que lorsque vous rencontrez un juriste, vous ne rencontrez pas forcément une assistante sociale ou un médecin ou un infirmier, etc. Donc il y a quand même des initiatives qui se mettent en place qui mériteraient, on en parlait tout à l'heure, qu'elles soient diffusées. C'est le centre du psychotrauma, c'est les 10 qui ont été mis en place. Nous, on en voulait 100, pluridisciplinaires, gratuits, voilà, avec une prise en charge à tout niveau. Et aussi où, justement, tout ce qui était médico-légal pouvait se faire dans un espace sécurisé, au même endroit. Ça, c'est vraiment ce qu'on demande depuis très longtemps. Voilà, ce qui est normalement mis en place, sauf qu'au lieu de 100, il n'y en a que 10. Et ça nous échappe, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Merci, je crois que Nadège voulait apporter des précisions. Oui, excusez-moi, avec l'émotion, je vous oublié plein de choses. Donc, je parlais de ma fille, donc effectivement, j'ai eu l'autorité parentale exclusive sur ma fille, donc aucun droit de visite dans un lieu surveillé. Sauf qu'en fait, après, chose incompréhensible, donc Vanessa, la maman avant moi, donc elle avait fait la démarche bien avant moi, mais à Paris, c'est plus long. Moi, j'ai fait ma démarche chez moi en Savoie. Donc elle, dans son dossier, elle avait la plainte pour viol. Moi, j'avais que la plainte pour violence. Donc elle avait la plainte pour viol. Ces plaintes pour violence, notamment pour elle, en fait, avant, parce qu'elle a terminé quand même aux urgences, et qu'il a été condamné. Il a fait de la prison plusieurs fois, comme j'ai dit, il y a eu 11 condamnations et il y en a beaucoup qui l'ont conduit en prison avec du sursis, des injonctions de soins qu'il n'a jamais fait parce que sa sortie de prison, on ne l'a jamais rappelé. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Et du coup, Vanessa, quand donc elle a fait sa demande, donc elle avait beaucoup plus de pièces que moi. Elle avait notamment aussi mon jugement qui lui a accordé rien du tout, juste il garde quand même un droit de regard sur l'enfant jusqu'à la majorité. Et à elle, on lui a accepté en fait un droit de visite, en fait une après-midi par mois, et pourtant on parle de la même personne. Donc c'est complètement incompréhensif en fait, parce que moi il n'a pas le droit de voir ma fille, mais il a le droit de voir la sienne, alors que c'est le même. Donc ça, j'aimerais bien comprendre pourquoi. Je crois qu'on n'a encore pas la réponse en fait. Pourquoi elle a fait appel, donc c'est bon, elle a eu l'autorité parentale exclusive. Donc là aussi. Une chose que je voulais ajouter, parce que moi j'ai été quand même bien et mal conseillée, on va dire, à mon premier procès. On ne m'a pas conseillé de mettre, à Vanessa, donc mettre nos enfants en fait en partie civile. Chose que normalement, mon avocate actuelle me dit que généralement, systématiquement, on met les enfants en partie civile, qui sont victimes donc collatérales. Donc même si ma fille n'a pas assisté aujourd'hui 7 ans et demi, mais bon, il faut lui faire comprendre l'histoire et elle est dans la colère. La fille à Vanessa, elle est dans un autre état d'esprit, c'est pas facile tout le temps non plus. Et du coup, donc, qui n'a pas été demandé donc, au premier procès de mettre les enfants en partie civile. Christelle l'a fait, donc ils l'ont pris en considération, parce que lui a carrément voulu, donc le petit à 12 ans, il a voulu se suicider avec un couteau, il a voulu se planter en fait pour dire je préfère mourir que de ressembler à mon père, et pour dire en fait jusqu'où ça va, et pourtant il ne l'a pas connu, qu'il était que petit, donc il n'y a pas besoin de le connaître ou d'être confronté à la violence directe en fait pour que ça impacte sur les enfants. Du coup, pour en revenir en fait par rapport à ça, là nous au procès en appel, donc trop tard pour mettre les enfants en partie civile, mais donc ça a été demandé le retrait de l'autorité parentale, puisqu'apparemment la déchéance n'existe plus, ça s'appelle le retrait de l'autorité parentale, et afin que moi je puisse enlever le nom de famille en fait à ma fille, puisqu'elle-même me le demande, en disant maman c'est quand tu m'enlèves ce nom, enfin voilà, elle est petite mais comprend beaucoup de choses. Et la juge l'a refusé, alors que pourtant il y a eu le témoignage de Florence qui parlait du petit qui a eu le cancer, que lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues en fait, pour qu'il se fasse soigner, pour les chimios, enfin tout ça, parce que pour accentuer en fait, sur le genre de personnage qu'il est,
Le petit, quand il avait le cancer, il était désolé, c'est quand c'est émotion. Il sortait d'un carnaval, il a voulu appeler son père, tout content, et donc apparemment il le dérangeait, et donc lui il a dit à son fils écoute, c'est bon, t'as qu'à crever, démerde-toi avec ta maladie et ta mère. Donc jusqu'où il va, les enfants, pour lui, c'est des trophées. C'est, comme dit, dans les yeux de ta fille, tu le verras toujours. Donc je ne regarde pas ma fille comme ça, mais effectivement je suis liée à lui à vie. Ça, on le sait, après ça c'est un travail à faire que je fais avec ma psy. Mais voilà, et pour insister sur sa personnalité, qui pour moi, en fait, le procès en appel n'a pas été mis assez en avant, contrairement au premier procès. J'ai été médiatisée, peut-être qu'il y en a qui ont vu un peu mon histoire et une autre histoire, en fait. Donc lui, c'est un vrai prédateur. Il a un profil physique, on est toute brune, aux cheveux longs, typée un peu latine. Donc d'où sa dangerosité, il nous a toutes eues aussi dans le même périmètre, parce qu'il ne va pas les chercher dans une autre ville, c'est à Boulogne-Billancourt, et il y a peut-être un périmètre de 300 mètres carrés, en fait, c'est limite au même café, en fait, qu'il est tout venu nous chercher. Et donc voilà, donc, maintenant nous au procès, donc, on a beaucoup parlé du déni en ce qui le concerne, et pour nous les victimes, en fait, donc le déni et le clivage pour lui, je pense qu'après elle l'expliquera, et pour nous beaucoup l'ambivalence, en fait, du pourquoi, en fait, on part, on y retourne. Je voulais aussi ajouter une chose aussi par rapport un peu à la justice. Donc le premier procès était en novembre 2016. Normalement, entre deux procès, dans le procès en appel, il y a un délai de 1 an à respecter. On n'a pas eu de date, ils l'ont libéré au bout de 1 an alors qu'il avait pris 12 ans. Donc au mois de février 2018, elle a été libérée. On ne nous a pas tenus au courant, c'est moi en appelant le tribunal, parce que généralement, quand il fait des demandes de mise en liberté, on est au courant assez vite. Donc il est allé jusqu'à la cassation pour ça. Vu que les délais étaient passés, bien sûr, la cassation donc juge la forme et non pas le fond. Donc délai dépassé, bim, dehors. Donc j'appelle le tribunal et on m'a annoncé que... Enfin, j'appelais juste en fait pour dire comment ça se fait que j'ai pas reçu le courrier. Et elle m'a dit « Ah bah non, il a été libéré la semaine dernière ». Donc là j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Parce que j'ai dit, le sachant en prison et en liberté, je pense que c'est pas la même. Surtout moi je suis bien visée parce que c'est moi qui ai déclenché tout ça. Donc j'en avais retrouvé 2 avant, mais j'ai retrouvé celle d'après. J'ai parlé de toutes ces femmes, donc si elles sont là aussi, bah, c'est moi qui ai un peu déclenché tout ce bazar. Et du coup, voilà, donc ça aussi, c'est pas facile à vivre. Donc il y a les procédures, oui, soit qui sont longues. Et après, pour la mienne, on va dire que c'est un peu normal qu'elle ait été longue parce qu'on est plusieurs victimes. Donc il y a eu une enquête, vraiment, ils sont... sur ça, je veux quand même le souligner, parce que la lieutenant, elle a été juste au top, elle a monté jusqu'à son école primaire, enfin voilà, elle a fait des perquisitions chez lui. Donc sur ça, j'ai vraiment rien à dire. Et ensuite, voilà, après c'est tout ça, et après pour passer un peu juste, entre guillemets, le procès en appel de la semaine dernière, quand je dis mal passé, c'est... on a un peu parlé tout à l'heure, en fait, comme quoi les victimes, en fait, on devient, en fait, comme si c'était nous, en fait, qui étions jugés. Nous, ces avocats ont été très agressifs, en fait, avec nous. Et pas qu'avec nous, avec nos témoins, même les experts psy, on s'en sont pris plein la tête aussi. Nous, c'était limite insultant, on nous a traités de monteuses, on nous montre du doigt. La théorie du complot, on en a parlé tout à l'heure, donc nous, ils ont sauté sur l'occasion, vu qu'on est plusieurs, donc bien évidemment, on s'est toutes... moi, j'ai manipulé l'autre pour voilà, ils sont même allés jusqu'à dire que c'est la lieutenant, vu qu'elle nous a poussé à porter plainte, que c'était pas normal. Alors, elle s'est très bien défendue, parce qu'elle a été appelée en tant que témoin, la lieutenant, en disant que c'était son travail, en fait, de qualifier les faits. Donc, elle ne peut pas nous obliger à porter plainte, mais le fait de nous dire, quand on parle et que nous, on n'arrive pas à mettre le mot, c'était son travail de qualifier les faits, et donc c'était du viol. Et voilà, donc bon, la défense, on a entendu autrement, mais voilà. Puisque
puisque vous venez de dire du bien de la gendarmerie, on va peut-être donner la parole à deux représentantes s'il vous plaît. Voilà. On a beaucoup parlé de formation, donc Madame Salmona, le professeur Piverdu, le professeur Pillol, ont beaucoup parlé de formation depuis ce matin. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes formés, comment vous avez été amené à vous occuper de ces affaires de violence conjugale? Alors vous, Madame, vous êtes au PJ, je crois, donc vous avez un pouvoir énorme en France de placer une personne en garde à vue, bien entendu sous contrôle du parquet. Et donc, voilà, si vous voulez bien répondre à cette question. Alors la formation, c'est ce genre de colloques qui nous permettent de comprendre davantage les victimes, l'aspect psychologique des victimes et aussi des mises en cause. C'est grâce à ce genre de réunions et de colloques qui nous permettent d'évoluer au sein de notre travail. Après, comme nous en départemental, on traite de tout. Il suffit que la victime vienne à nous pour que nous, on se charge du dossier. Il suffit qu'il y ait un appel en secours, on se charge du dossier. Donc, comme on est amené à enquêter sur ce genre de dossier, c'est par le pas de la victime. Comment on fait quand vous retirez une arme à un mari violent et qu'il va en acheter une autre après, malgré le contrôle judiciaire? Comment on fait? Alors on informe notre supérieur hiérarchique qui est le procureur de la République et qui prend les décisions et nous on exécute derrière ces décisions. Votre collègue, peut-être qu'on pourrait l'entendre aussi, qui elle reçoit plutôt les victimes, c'est ça? Alors, disons que voilà, effectivement, nous n'avons pas tout à fait la même fonction, même si on exécute les mêmes tâches, dans la mesure où mon collègue donc, est OPJ, ce qui n'est pas mon cas. Je suis agent de police judiciaire, donc j'exécute toutes les tâches, je reçois les victimes, les auteurs aussi, mais je n'en aurai pas la charge. Donc concernant les formations dont vous parlez, effectivement, il y en a qui sont mises en œuvre localement. Donc moi j'ai fait trois régions différentes en France, donc les trois formations proposées sont complètement différentes. Et surtout, ce que je voulais dire aussi aux victimes et aussi peut-être aux intervenants sociaux, c'est que ces formations sont surtout orientées sur la prise en charge des mineurs victimes. Donc après, concernant les femmes ou éventuellement les hommes victimes de violences conjugales, ça sera vraiment le terrain qui va nous former au final, et l'aspect humain. C'est vrai que généralement ce sont des femmes dans les brigades qui se chargent de cette audition, de cette prise en charge, mais après c'est vrai que tout cela ça peut tout à fait être un homme. Est-ce que beaucoup de victimes vous racontent que leurs appels au secours à des proches ou à des voisins n'ont pas été entendus? Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est effectivement très rare, et ça confirme les témoignages et les propos de Mme Salmona, qu'une victime de violence ouvre la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie. C'est très rare. Et le plus souvent, c'est l'intervention qui va nous faire connaître la présence de cette violence. Et malheureusement, l'intervention, c'est déjà trop tard. C'est qu'il y a eu un acte grave qui a été commis. Et donc toute cette partie en amont psychologique a déjà été travaillée par l'auteur. Et ça va être difficile pour nous de remonter tous ces faits-là, de remonter le temps, du fait du temps en lui-même, mais aussi de la position de la victime qui est confirmée aujourd'hui grâce à ce colloque. Comme disait Mme Salmona, c'est vrai que nous, on n'avait pas du tout cette notion de traumatisme. Et dans le temps, bon, effectivement, on sait qu'il y a un traumatisme, mais qu'il y a plusieurs états d'esprit
dans la psychologie et dans l'évolution de la violence. Et donc c'est vrai que ça explique aujourd'hui, voilà, je peux le dire qu'aujourd'hui ça explique le côté complètement décousu des auditions où on parle dans tous les sens. C'est vrai. Merci. Je crois qu'il y avait aussi un policier qui souhaitait apporter sa contribution, un policier du Morbihan. Je ne sais pas s'il peut lever la main pour qu'on lui donne un micro. Il a disparu. Professeur Villerbuc vous a dit qu'il y avait un policier. C'est pas grave. On va lancer un avis de recherche. On va demander à la gendarmerie de lancer un avis de recherche. Je voulais poser une question tant que j'ai le micro. Pardon? Je voulais poser une question tant que j'ai le micro. Donc aux victimes ou à Madame Salmona. Comme je disais, c'est rare qu'une victime pousse notre porte. Est-ce que savoir si à un moment, dans votre vie violentée, ça vous a traversé de venir nous voir ou pas? Et dans quelle phase en fait traumatique vous étiez, si ça vous a traversé un moment l'esprit? Moi, ça m'a traversé l'esprit, mais j'y suis pas allée. Pourquoi? Parce que j'étais allée déjà déposer plainte pour mon premier viol. Et ça s'est très mal passé, malheureusement. J'étais passée par la gendarmerie, puisque mon père était gendarme et j'avais confiance en la gendarmerie. Le gendarme avait un problème avec la définition du viol. Donc, mais ma plainte est quand même remontée, c'est à Rennes, donc elle est arrivée au commissariat de Rennes. Ils ont retrouvé le violeur et il y a eu confrontation. Donc le type était là, à côté de moi. Et ensuite, on m'a pris la part. Et on m'a dit, oui, mais quel genre de relation vous aviez à l'époque avec les hommes? Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Est-ce que vous aviez plusieurs partenaires? Est-ce que, etc., etc. Et l'agent qui était là me dit, j'ai vu dans votre dossier que vous avez du droit. Vous savez, s'il y a un procès, on va aller fouiller votre passé et ça pourrait porter préjudice à votre carrière. Donc on a classé sans suite. Point barre. Donc quand je me suis retrouvée avec cette espèce de psychopathe, je me suis dit, j'ai rien encore contre, j'ai rien du tout. J'ai jamais eu de traces, tout était intérieur. Autant les violences psychologiques, parce que c'était très psychologique, c'est une vraie destruction. Quand on parle des femmes qui sont mortes, celles qui ne le sont pas sont pour moi des morts vivantes. Voilà, quand on survit, mais dans l'état où on est, quand on est en couple encore, on est des morts vivantes. Et ensuite, on survit si on s'en sort. Et donc, je me suis dit, mais j'ai rien. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est me barrer en sauvant ce que je peux sauver. Donc, malheureusement, parce que j'étais passée par cette phase-là, je n'y suis pas allée et on se sent extrêmement coupable. En plus, parce qu'on se dit qu'il y en a eu avant, comme on le voit, ce sont souvent des prédateurs, il n'y a pas eu que moi, et il y en a eu sûrement après. Et je n'ai rien pu faire. Alors moi, pour ma part, je voulais juste, après, j'ai jamais eu l'idée de porter plainte parce que je ne me sentais pas du tout victime, en fait. Donc ça m'a jamais traversé l'esprit, je voyais pas, je comprenais pas, je savais pas victime de quoi. Et le déclic pour moi, ça a été la prise en charge. Quelque part, voilà, heureusement que mon corps a lâché. Et malgré tout, j'ai jamais poussé la porte du commissariat en fait, ni d'une gendarmerie. Je sais même pas si ma démarche à l'époque c'était de porter plainte, c'est que j'ai écrit au procureur de la République comme une forme d'exutoire. Il fallait que j'écrive et je me disais, au moins, je savais pas si j'allais m'en sortir parce que les médecins donnaient pas cher de ma peau en fait, j'étais sur le film. J'ai écrit, je me suis dit, au moins, j'étais convaincue que j'allais disparaître. C'est dur, je disais ça à mes enfants. Parce que de toute façon, en plus, je ne voyais pas l'utilité de rester sur Terre, quel est l'intérêt d'avoir une mère dans cet état-là. Et j'ai écrit, je me suis dit, au moins, ça sera lu par quelqu'un. Au moins, ça restera.
Et en fait, c'est le procureur qui a ordonné 1 mois et demi après une enquête. Donc là, c'est plus pareil. Parce que les gendarmes, là, ils viennent, ils ont un ordre de leur hiérarchie. Et après, la machine s'est enclenchée. Et alors, je laisse après. Voilà, j'y vais au Gurman. Alors, pour ma part, je suis arrivée à la gendarmerie après hospitalisation pour fracture de la mâchoire. Donc, j'ai été redirigée le lendemain matin. Enfin, on a conseillé à mes parents d'aller déposer plainte, puisque là, les violences étaient nommées. Enfin, en tout cas, à l'hôpital, on m'a dit c'est pas normal, c'est la vie, il faut aller déposer plainte. Lorsque je suis arrivée pour déposer plainte, donc après une nuit à l'hôpital, la mâchoire fracturée des 2 côtés, le ventre comme ça, parce que j'étais enceinte de 8 mois, et le cerveau retourné, avec mon père qui ne savait plus où il habitait, qui ne savait pas ce qui se passait, qui ne comprenait pas autant que moi, et bien on a eu 2 gendarmes en face qui ont regardé. Alors, est-ce que vous voulez déposer plainte? La réponse était non. Je ne voyais pas pourquoi, puisque c'était moi qui lui avais. Je ne voyais pas en quoi je pouvais déposer plainte. Et ils se sont regardés, ils ont fait. Et ils ont expliqué à mon père, de toute façon, que même si je déposais plainte, je retirerais ma plainte, c'est toujours comme ça. Et en fait, ils ne m'ont pas informé de ce que je vivais. Et ça, j'aurais aimé. J'aurais aimé qu'ils nomment les choses et de ce que je risquais. En fait, pour moi, les gendarmes, c'est l'expérience, c'est un peu la représentation. J'avais 18 balais. Les gendarmes, pour moi, c'est un peu la représentation quand même de la sécurité. J'ai vachement confiance quand même en ma patrie à 18 ans. Et en fait, voilà, pour moi, ça représentait en plus, les hommes, mais tu dis, quand même, ils savent, eux. Donc, si je vois pas l'urgence ou eux ont l'expérience, ils savent ce que c'est que de la violence conjugale, ils le nommaient mais ils ne le nommaient pas, mais par contre ils étaient capables de dire nous on connaît ce type de profil, ça va mal se finir, mais c'est tout ce qu'ils ont dit. Mais ils ne l'ont pas dit à moi, ils l'ont dit à mon père. Moi s'ils m'avaient dit voilà mademoiselle, vous mettez votre famille en danger, vous-même, votre enfant et votre famille en danger, parce que voilà je vais vous raconter ce qui va se passer, parce que ça se passe toujours comme ça, et bien je serais partie, vraiment. En tout cas, j'aurais commencé ma démarche intérieure. Parce que là, je ne comprenais pas ce qui se passait. Tout ce que je voulais, c'est de ne plus avoir de problème avec lui. Donc, je suis sortie de la gendarmerie, ils l'ont libéré, et tout s'est bien passé. J'ai payé que pendant la chose. Moi, me concernant, pendant ma relation avec lui, j'ai même pas pensé une fois à porter plainte, parce que je voyais pas du tout l'intérêt. Enfin, ça m'a même pas traversé l'esprit. Quand je l'ai quitté et que je le laissais venir pour voir mon fils, que je subissais donc ces agressions sexuelles, tentatives de viol, violences physiques, certaines personnes m'ont dit qu'il fallait absolument aller porter plainte, que de toute façon il ne venait pas pour voir mon fils, qu'il venait uniquement pour moi. Pour moi il en était toujours hors de question parce que j'avais peur que ce soit pire après. Donc on m'a un petit peu forcé à faire quelques mains courantes, donc ça j'ai fait. Un jour, j'ai un ami qui m'a dit bon Sonia, il faut vraiment que tu ailles porter plainte parce que là, c'est plus possible. J'ai été m'enseigner. Je lui ai dit ok, je veux bien. Donc, j'ai été au commissariat. C'est un policier homme et une policière qui m'ont reçu tous les deux. Je leur ai tout expliqué. Donc, la violence physique, les tentatives de viol, les agressions sexuelles, pourquoi je subissais ça voilà, pour mon fils. Et le policier m'a dit mais madame, vous voulez quoi? Vous voulez porter plainte pour une petite main aux fesses? Donc je me suis levée et je suis partie. Et j'ai dû attendre encore pas mal de temps. Comme tout à l'heure, j'ai expliqué qu'il se passe vraiment des choses horribles pour que j'ai le déclic et que je me décide à aller voir parce que j'étais même pas sûre de porter plainte. Et là, je suis tombée sur un policier extrêmement dur qui m'a énormément secouée, mais au final très gentil. Et voilà, c'est lui qui m'a ouvert les yeux et surtout qui m'a dit mais madame, vous attendez quoi? Vous voulez qu'il fasse la même chose à votre fils? Alors heureusement, ça n'a pas évité, mais voilà, c'est lui qui m'a ouvert les yeux. Moi, je voudrais apporter mon
témoignage sur le manque de formation de la police. Donc moi, c'était au commissariat. Donc moi, j'ai porté plainte quand j'étais encore avec mon gros. J'y suis allée plusieurs fois. À chaque fois, j'ai fait que des mains courantes parce que j'avais peur de la confrontation, parce que dès lors qu'il y a une plainte, il y a une confrontation. Donc ça, je ne voulais absolument pas. D'ailleurs, je les ai suppliés de ne surtout pas le faire quand j'ai porté plainte. Donc ils m'ont laissé un délai de 10 jours. Au-delà de, je crois que c'était 10 jours, je crois qu'au-delà de ce délai de 10 jours, la plainte disparaissait, je crois, quelque chose comme ça. Non. Bon. Bah, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai en souvenir. Je trouve ça bon. En tout cas, les gens ne sont pas formés, donc ils ne sont pas dans le questionnement. La police n'était pas dans le questionnement, ils sont juste à écouter. Donc, j'y suis allée plusieurs fois, et plusieurs fois, je n'ai pas forcément été bien reçue, jusqu'au jour où j'ai quelqu'un qui m'a dit, écoutez, on ne va pas toujours être derrière vous. Hein. On entend ça, on est content, mais il faut que vous fassiez une action, il faut que vous portiez plainte. J'ai bien compris qu'en fait, ils voulaient me sauver la vie quelque part. Mais là, encore une fois, le policier n'était pas formé, il y a des mots à utiliser, il y a une façon de poser des questions. Et moi, j'ai très vite pleuré et j'ai très vite compris qu'on ne me croirait peut-être pas et j'ai voulu partir. Ce policier a une lueur d'intelligence et m'a dit non, attendez, je vais rester là, je reviens. Et il est revenu avec une collègue qui, elle, je pense, était un petit peu plus formée, en tout cas sensibilisée, et c'est elle qui a pris la plainte, avec, là, cette fois-ci, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'écoute, parce que l'écoute est importante. C'est pas le questionnement, mais pourquoi vous n'avez pas fait ci, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça. Je pense qu'on fait beaucoup face à ça, et ça, c'est terrible pour nous, parce que ça bloque complètement, parce que forcément, on se sent encore plus coupable. Et, enfin, voilà. Mais de dire qu'à un moment donné, je ne sais plus ce que je voulais dire, effectivement, enfin, je sais plus que je voulais en venir, la formation, voilà, de la police qui n'ont pas été suffisamment dans le questionnement, à mon sens, parce que moi, quand j'ai été devant le tribunal ensuite, j'ai compris qu'en fait, je n'avais pas dit suffisamment de choses. Et ça, c'est important, et je pense ici, il y a des gens qui peuvent aider, des personnes qui vont faire porter plainte, c'est qu'ils disent le maximum de choses, bien sûr, la vérité, hein. On parle bien de vérité, mais vraiment le maximum de choses, parce que quand on arrive devant le tribunal, ils ne veulent entendre parler que du fait qu'il y a eu sur la plainte. Après, que l'avocat puisse faire sa plaidoirie en rajoutant des choses, en expliquant la situation, c'est un plus, mais c'est pas ça le principal, puisque pour un juge, enfin moi ce qu'on m'a dit en tout cas pendant mon audience, c'était Madame ça, c'est pas écrit dans votre plainte, elle ne peut pas le prendre en compte. Voilà. Donc c'est juste, si vous pouvez aider les victimes, c'est les faire parler un maximum pour qu'ils mettent le maximum de choses sur leur plainte. Oui, moi je voudrais rajouter un truc en fait sur la plainte, donc toujours pareil par rapport à mon expérience, vraiment le conseil que je pourrais donner, que ce soit aux victimes ou même à vous-même en fait, quand on porte plainte, en fait on nous demande donc, de relire et signer. Et donc quand on porte plainte, des fois ça dure des heures, on a la tête comme une pastèque, donc c'est où on dit bon bah c'est bon, on fait confiance, on signe, on se relie pas. Sinon on fait semblant de lire. Donc moi ce que j'ai fait, hein, j'ai lu une phrase sur 4 et voilà, donc je pense que la plupart on fait tout pareil, on se relie pas l'exactitude, sauf que bon bah moi au procès, donc aux deux, les avocats attaquent beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'on reprend tout au dire à l'exactitude, donc mot pour mot. Donc je sais que votre travail n'est pas évident parce qu'il faut retranscrire, taper sur le clavier et nous écouter en même temps, et que des fois quand on commence à parler, la machine, la parole, blablabla, on va super vite et du coup il faut que vous écriviez en même temps et c'est pas facile. Donc parfois il y a peut-être des choses, les mots ne sont pas utilisés de la même manière qu'on les dit. Et donc chaque mot en fait on leur importance, donc ça c'est vraiment, je pense qu'il faut vraiment beaucoup insister auprès des victimes en fait, qu'elles relisent, même si ça prend 2 heures, mais qu'il faut qu'elles relisent, il ne faut pas qu'elles partent en fait, faut pas leur faire signer tant qu'elles n'ont vraiment pas relu, parce que ça par contre ça dessert beaucoup après à l'avenir, et ça moi pendant 4 jours on en a écouté, les avocats ils sont tout le truc surlignés et ils jouent sur les mots pour mettre le doute. Donc voilà, c'est vraiment un conseil qui me tient à cœur, c'est très très important. D'accord, j'ai entendu. Je suis désolé, on arrive à l'heure des conclusions et des remerciements. Il y aura un petit cocktail de fin de colonne, donc on pourra encore échanger, poser des questions dans les salles en face.
Donc je vais donner la parole successivement à Louis Fidel. Ce n'est pas pour vous poser une question, simplement pour rappeler qu'il y a aussi des associations d'aide aux victimes et le CIDFF qui peut aussi accompagner les victimes avant de déposer plainte pour pouvoir préparer justement cette audition et pour pouvoir travailler avec elles sur le développement. Enfin, c'était juste une parenthèse. Très bien, merci. Donc, je vais donner la parole successivement à Loïc Villerue pour la Société bretonne de psychocriminologie et à Michel pour... on est contraint par l'heure. Et par Michel pour le point des mots. Le point des mots, ça vient juste à propos. Je crois qu'il faut rester plus en avant sur des réflexions sur lesquelles on a travaillé cet après-midi à propos des mots. Les mésententes entre les positions de personnes victimes et ce qui se présente comme une réalité judiciaire tiennent en beaucoup de choses à des questions de mots. C'est une question de langue, en quelque sorte. Comment nous nommons les choses? Par quoi nous les nommons? Par quoi nous les identifions? Les violences conjugales, en termes de sociologie, ça fait agresseur agressé. Les violences conjugales, en termes de droit, ça fait auteur victime. Les violences conjugales, en termes de victime, ça fait l'autre. Les violences conjugales, en termes de psychologie, ça fait l'identification à l'agresseur. Autant de langues qui vont chercher autant de signes susceptibles d'affirmer, de proposer des arguments. Or, il est clair que la langue judiciaire est la plus forte, puisque c'est celle par laquelle de la vérité va pouvoir se dire. Et il faut qu'on se voit que la langue judiciaire est une langue qui ignore totalement la personne subjective. Pour la langue judiciaire, la personne subjective n'existe pas. La personne en droit existe, bien sûr, mais la personne subjective n'existe pas. Et jusqu'à un certain point, c'est une emmerdeuse. Puisque la personne subjective écrit et souffre, elle raconte pas tout, elle raconte à côté, etc., etc. Quand on dit la personne subjective, c'est une gêne à enquête. C'est ce qui permet, ou interdit, ou rend difficile, une exigence de traçabilité telle qu'on puisse se dire, bah oui, la réalité, c'est le récit que constituent les preuves dont je dispose. Oui, mais alors, dans ce cas-là, les preuves dont nous disposons dans la réalité judiciaire sont-elles les seules preuves qui existent dès lors qu'on change de langue? Imaginez que vous changiez de langue. Vous allez changer de méthodologie dans la recherche des preuves. Aujourd'hui, on a entendu quoi? Un ensemble de personnes victimes de violences conjugales qui racontent quasiment la même chose, dont la langue est quasiment la même, les formules quasiment les mêmes. Alors pourquoi ne pas imaginer que les experts en langue n'ont pas de la preuve judiciaire, mais de la preuve de la souffrance de la personne subjective, sont à rechercher du côté de celle qui en parle? Ça n'est certainement pas un hasard qu'on puisse imaginer faire à travers tous ces témoignages aujourd'hui une sorte de collection. Qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est, etc. Quand on dit qu'on puisse créer, inventer un objet, celui de la violence conjugale, perçu, analysé objectivement par une collection de personnes victimes. Après tout, les statistiques, ça sert à ça. Les statistiques servent à montrer qu'il y a une réalité, une objectivité quelque part, au-delà de la traçabilité des preuves manifestes, physiques, etc., etc. Autrement dit, s'il y a quelque chose à inventer, et je pense qu'on est sur le point de l'inventer, de le proposer à la langue judiciaire, s'il y a quelque chose à inventer, c'est cette langue nouvelle, directement issue de la capacité ou de la possibilité que les personnes victimes disent et racontent leur histoire. Autrement dit, les preuves sont à aller chercher du côté des récits, et pas du côté médico-légal au sens strict du terme. Ce sera aller chercher du côté psycho-légal, là où ça prendra du sens pour des personnes formées, confirmées à l'analyse
de la traçabilité subjective. Pas si subjectif que ça, parce que ça s'inscrit dans des comportements, ça s'inscrit dans des façons d'être. Ces façons d'être, Muriel Salmona nous a donné une clé tout à l'heure, ce matin. Il y a un mot-clé, l'incohérence. Alors comment on va chercher de l'incohérence dans l'épreuve? Comment on va chercher ce qui fait incohérence? Ça veut dire quoi de ne pas pouvoir nommer l'autre? Autrement dit, quels sont les systèmes d'évitement qui sont systématiquement mis en place dès lors qu'on parle d'un autre violent? Ça fait des preuves. Ça fait une langue tout à fait particulière, singulière. La langue des victimes de violences conjugales. C'est pas rien tout ça. C'est pas rien. Et c'est à opposer à la langue matérielle du système judiciaire. Après tout, ce que je vous dis là, c'est le même débat qu'il y a eu il y a quelques temps sur le harcèlement moral. Au fond, il a été très très difficile de le définir. Il y a encore peu de corrélation, mais il y a une langue qui s'est mise en place. Une langue qui s'est mise en place par la considération positive de personnes vivant des expériences de souffrance. Et donc c'est pas si subjectif que ça, au sens où on dirait, bah oui, c'est une idée en l'air, quoi. Ça dépend de chacun, c'est pas vrai. Il y a une langue commune. Une langue commune, on peut l'étudier, il y a des codes particuliers. Est-ce que ces codes ont une importance quelconque actuellement dans la langue judiciaire? Non. Non. Ces codes-là, ça embête tout le monde. Ça embête tout le monde parce que ça empêche la recherche de preuves positives et matérielles. Par contre, on voit, quand on entend, notamment nos gendarmes tout à l'heure, on voit leur sensibilité à certaines positions. On voit que l'attention s'éveille à certains moments. Et ce que nos personnes qui ont témoigné ont pu dire, c'est cette attention spécifique, tout à fait singulière d'un quelqu'un en particulier, à une occasion ratée de dire. L'occasion ratée de dire ayant été saisie par cette personne, de telle manière que de l'histoire enfin se réécrit. Ou commence à se réécrire. Et elle a un travail. Il y a un travail que nous allons continuer à proposer aux uns et aux autres. Il y a une langue à écrire. À côté de ce travail qui est à proposer, cette autre langue, au-delà de la langue du droit formel et positiviste, au-delà de la langue des émotions, toujours dans la vérité, il y a un autre objet particulier, tout à fait spécifique, qui a été parlé tout à l'heure, concernant la personne des agresseurs. Ce que je retiens de façon singulière, c'est qu'il semble que quand on parle de la personne de l'agresseur, on parle de quelqu'un pour lequel l'attachement est dangereux. Pour lequel l'attachement suppose la destruction partielle de celui à qui il est attaché. Il y a des vocabulaires psychologiques pour dire ces choses-là. Identification de l'agresseur, identification projective, etc., etc. Vous voyez que ces mots-là ne viennent rien dire de la façon dont chacun, la victime, raconte son expérience. Il y a donc à aller voir là aussi un effet de langue. Qu'est-ce qu'il est possible de rapporter de cet état de destructivité interne à toute espèce d'attachement? Il y a là un vrai travail à faire. C'est le travail de la mémoire traumatique en particulier, mais ce n'est pas le seul. Il y a encore d'autres choses à aller chercher. Et enfin, ce que je voudrais souligner en milieu, c'est si nous prenons chacun d'entre nous dans nos professions, si nous sommes capables de dire ce que nous faisons, il n'y a jamais de vide autour de nous. Nous faisons toujours bien tout. Et quand nous ne faisons pas toujours bien, c'est parce qu'il faut que ça manque d'argent. Donc c'est bon. Or, il faut admettre sur le plan à la fois éthique et épistémologique, sur le plan des idées, il faut admettre que nous ne savons pas tout faire, et dès lors que nous faisons quelque chose, nous créons un trou à côté. Notre savoir, c'est un savoir qui creuse des trous.
voyez? Alors, les trous, on les oublie parce qu'on a fait un pas en avant. Mais il faut reprendre tous ces trous qu'on a creusés. Et très concrètement, dès lors qu'il s'agit de considérations sur les dispositifs de soins, où sont les trous? On va dire, oui, moi je fais ceci, moi je fais cela, moi j'accompagne. Oui. Avec quel outil? Avec quel dispositif? Avec quelle autorisation politique? Très souvent c'est du bénévolat. Très souvent c'est parce que vous êtes les uns les autres que je suis aussi très sensible ou empathique à la situation. Mais ça n'est pas inscrit dans les liens sociaux que ça. Il faut créer des dispositifs pour ça. Et je suis surpris, vraiment surpris, de plus en plus surpris de ce qu'il n'y a pas d'accompagnement et de formation aux personnes qui portent plainte pour violence conjugale. Je dis bien de formation. De la même manière que je dirais qu'il n'y a pas de formation suffisante pour ceux qui, psychologues, éducateurs, magistrats, policiers, ont des intérêts professionnels à propos des violences conjugales. Il y a donc une formation à concevoir. Il y a autre chose à concevoir comme formation. Chacun va me dire, ouais, j'ai déjà des formations. Ouais, mais c'est pas la bonne, je dirais. C'est pas la bonne parce qu'elle ne répond aucunement à ce qu'ont exprimé les unes et les autres. Rien. Nous sommes tous savants de nos affaires. Est-ce que nous avons écouté ce qui a été dit aujourd'hui suffisamment pour que nous puissions vous dire, là, il y a encore autre chose à découvrir, quoi. Il y a encore un autre objet à imaginer. Il y a un autre savoir-faire à développer. C'est la leçon aujourd'hui, tout ça. Je n'irai pas plus loin dans mon analyse. Merci. Michel, les derniers mots vous reviennent. Déjà, je voudrais vous remercier une nouvelle fois toutes et tous d'avoir répondu présent. Je voudrais remercier toutes mes sœurs de combat, de survie sur notre chemin. Je voudrais remercier la Société bretonne de psychocriminologie qui m'a aidé au travers de l'association à monter ce projet qui me tenait à cœur. Je voudrais remercier Muriel Salmona, qui n'a pas hésité une seconde lorsque je l'ai sollicité à être présidente d'honneur et à venir nous faire partager son expérience, la référence qu'elle incarne. Donc pour tout ça, tous les intervenants, je voudrais quand même que vous sachiez que tout ça est fait à titre bénévole. Ça a demandé un investissement de temps, une énergie colossale. Et ça montre à quel point voilà, c'est un sujet qu'il est important d'évoquer, sur lequel il est important de communiquer. On est encore en 2018, quoi. On est en 2018 et on a encore besoin de ça. Donc je voulais juste conclure sur... donc je voulais vous dire merci à tous, quoi, en fait, d'avoir écouté, j'espère d'avoir appris, peut-être d'avoir identifié ce qui vous paraissait totalement impossible à voir, peut-être d'avoir mieux compris, et du coup, en ayant eu ces témoignages divers de Julie, Rachel, Nadège, Sonia, Patricia, si même au travers de ce colloque, on arrive à sauver une seule personne, moi je trouve que ce sera déjà une belle victoire. Donc pour tout ça, je voudrais vous dire un grand merci et je voudrais conclure sur une petite lecture rapide, un extrait qui témoigne de, je ne dirais pas, du parcours de chacune en fait. Enfin, je ne dirais pas qui, mais peut-être certains le viendront, parce que vous avez toutes et tous posé la question. Pourquoi ne pas être parti plus tôt? Pourquoi avoir mis tant de temps à comprendre? Pourquoi avoir cru que tout était normal? Justement parce qu'il usait de l'arme la plus diabolique qui soit, lui. Il me contraignait et me violentait à main nue au nom de sa soi-disant vérité, au nom de sa toute-puissance, au nom d'un soi-disant amour fou, au fil du temps, mais je ne sais plus exactement quand, mon corps s'est arrêté d'exister. Une femme amoureuse ne se pose pas tant de questions, parce qu'il faut comprendre que la démarche première, c'est que vous tombiez amoureuse, c'est la phase séduction.
Une femme, ça passe obligatoirement par là. Donc, d'où le discours de tout, le prince charmant, l'homme idéal. Une femme amoureuse ne se pose pas tant de questions. Une femme amoureuse a toujours envie. Une femme amoureuse se donne. Et si tu ne te donnes pas, c'est que tu n'aimes pas. Alors, il ne faudra pas que tu viennes pleurer. Il ne faudra pas que tu t'étonnes. Il ne faudra pas que tu te plaignes. C'est ce qui ne cessera de me répéter, la main levée, le doigt pointé sur moi, le regard menaçant et le sourire grinçant, comme une mimique rituelle. Ces mots, ces gestes, son attitude me laissaient pétrifiée, sidérée. Mais pourquoi devrais-je pleurer? De quoi devrais-je m'étonner? De quoi devrais-je me plaindre? Je ne comprenais pas cette déferlante de mots et de gestes menaçants. Alors le doute s'installe, d'autant qu'il ne cesse de me répéter comme un disque rayé que toutes les femmes aimeraient être à ma place, et qu'avoir un compagnon qui les désire autant, qu'une femme normale ne se pose aucune question. Il ne cessera de jongler entre le fait de me matraquer que forcément j'ai un problème. Il sème chez moi le doute et la confusion. Pourquoi je ne peux pas? Pourquoi je ne veux pas? Ça me fait peur, très peur. Et chaque fois qu'il aborde le sujet, son regard change. Et lui, jusqu'à ce qu'il n'ait plus le choix, il conclura toujours par la même phrase « Il faut que tu te donnes ». Il usera et abusera de moi pour assouvir ses pulsions en utilisant ce qu'il maniait le mieux, le mensonge, la menace, le chantage, le harcèlement quotidien, et même l'air de rien, me faisant croire que c'était pour mon bien. Au fil du temps, l'esprit et le corps ne sont plus un, mais deux. C'est comme s'ils étaient séparés l'un de l'autre. Mon corps supportait inerte et sans pouvoir bouger ou s'échapper les obligations qui lui étaient imposées et auxquelles il ne pouvait résister. Mon esprit était ailleurs, souvent même, c'est comme s'il observait en spectateur paralysé le calvaire que mon corps subissait. Et pire, c'est qu'il fallait faire semblant d'aimer ça. Alors lui qui m'aimait tant, qui me protégeait tant, me donnait tant, m'apportait tant, enfin, c'est ce qu'il ne cessait de me répéter et qu'il fallait, d'une manière ou d'une autre, que je finisse par comprendre. Il fallait, je le lui rende. Je lui devais tout. Il le valait bien, alors que moi, je ne valais rien. Je me devais de lui donner, et surtout de me donner. De toute façon, si je ne me donne pas, il me prend. Lui, il doit faire, et moi, je dois me taire et laisser faire. De toute façon, je parviendrai à résister peut-être une fois, prétexter une autre fois, et dire non ne sert plus à rien. Il n'entend pas, ne voit pas, ne veut pas. Peu importe l'état dans lequel je suis, il se sert, et tant que je serai en vie, je serai à lui. La tête dit non, le cœur meurtri ne peut rien faire, il en usera, il en abusera, il ne me laissera plus le choix. Aujourd'hui, toutes, Rachel, Nadège, Sonia, Julie, on a juste décidé que, justement, on avait le choix. Je pense que vous avez compris à quel danger ont été exposées toutes les personnes qui ont témoigné aujourd'hui et compris aussi que c'est pas à elles, c'est-à-dire que souvent ce qui se passe, c'est qu'on fait reposer sur les victimes toute la responsabilité de se protéger, de tout contrôler, d'échapper aux violences, de parler, de porter plainte, alors que c'est à nous, c'est à toute la société de venir à leur secours, de savoir ce qui se passe, de poser des questions. Et là, je voulais rappeler l'importance pour tous les professionnels qui sont susceptibles de croiser les victimes, particulièrement les professionnels du soin, de faire un dépistage systématique, de poser des questions, et de vouloir vraiment savoir, parce qu'il ne s'agit pas de poser une question comme ça, mais de chercher à savoir, de savoir ce qui s'est réellement passé, et de pouvoir justement, pour répondre aussi à cette question sur la difficulté de parler, d'aller porter plainte, de pouvoir leur donner, de mettre les mots sur ce qui a été subi, pour pouvoir contrer le discours agresseur qui lui a dit tout l'inverse. Donc c'est à nous de ne pas tenir le discours de l'agresseur, de contrer, de remettre le monde à l'endroit, de donner les bons mots et de
de leur redonner une légitimité et des droits, un droit à la dignité, et de donner un maximum d'éléments et d'informations pour vraiment les accompagner, les soutenir, être solidaires. Et je voulais juste venir aussi sur ce mouvement MeToo quand même, qui depuis octobre 2017 a envahi la planète, que dans ce cadre-là, il y a eu MeToo avec cette libération de la parole, cette écoute, et il y a eu aussi Time's Up. Et je veux dire là aussi que vraiment il faut que tout le monde soit engagé pour dire Time's Up, c'est fini, et on est solidaire, et on contre le système agresseur, son discours, ce qu'il veut imposer comme réalité sur ce que serait une relation conjugale, ce que serait une relation sexuelle, ce que serait une relation d'amour, qui sont en fait des relations de mise sous esclavage, de torture, et qu'au nom de tout ça, il essaye ce discours-là, l'agresseur essaie de nous faire croire des choses qui sont à l'envers totalement. Donc de remettre tout ça à l'endroit et que tout le monde peut y participer et tout le monde peut se préoccuper de ce qui arrive à ses proches. Voilà, merci. Phrase,